Et quant à Madame Le Pen et à sa nièce, tout le paysage politique est en train d'être grenadé. Et bien pour l'instant, c'est la voiture d'Emmanuel Macron qui repart du Louvre. Il y a une foule nombreuse. On imagine que c'est la foule qui a quitté peu à peu cette esplanade du Louvre et qui acclame, semble-t-il en tout cas, en grande majorité, Emmanuel Macron, ce convoi qui repart en direction du QG normalement. A priori, c'est la direction qu'est en train de prendre le nouveau président de la République. On va rejoindre Benjamin Cruard qui suit la voiture présidentielle à bord d'une moto. Oui, les quais du Louvre étaient complètement bloqués à la circulation. Il y a eu une aide d'honneur de plusieurs centaines de personnes pour acclamer le convoi d'Emmanuel Macron. J'essaye de repérer son véhicule dans cet énorme convoi d'une dizaine de voitures. Pour l'instant, pas de fenêtre ouverte comme tout à l'heure. On est à 20 km/h et on passe de l'autre côté de la Seine, on est sur l'autre rive. Alors est-ce qu'il va aller à son QG? C'est toute la question. Est-ce qu'il va aller faire un saut à un autre endroit? On ne sait pas, pour tout vous dire. On va découvrir avec vous son itinéraire. On est à quelques mètres de la voiture comme tout à l'heure, toujours avec cette escorte policière qui nous maintient à distance. Pour tout vous dire, il y a les officiers de sécurité qui ont les fenêtres grandes ouvertes et qui nous font signe de nous écarter au maximum de la voiture d'Emmanuel Macron, qui, vous l'imaginez, est hautement sécurisé. Je regarde autour de moi 1, 2, 3, 4, 5, 6 motards au total de la police qui assurent la sécurité, sans compter toutes ces voitures de sécurité il y en a 3 devant lui, encore 3 derrière, voire 4. Bref, énorme convoi qui repart de Paris, du centre de Paris. Et alors je ne sais pas vraiment où on est en train de se diriger, mais il semble qu'on se redirige vers le 15e arrondissement. En tout cas, on a changé de rive. On est à combien? On est à 40 km/h et on est vraiment sur la même allure que tout à l'heure. On ne s'arrête pas pour saluer la foule. Sur le côté, évidemment, il y a beaucoup de monde avec des drapeaux français qui ressortent de la fête du Louvre et qui les agitent au passage du convoi. Pas mal d'applaudissements pour ce convoi d'Emmanuel Macron, un peu comme tout à l'heure. Certains aussi, bien sûr, avec les appareils photo pour marquer ce moment d'histoire quand même. On va peut-être vous couper et interroger Jean-Luc Manot sur ce plateau, puisque vous êtes à l'origine de ce dispositif qui entoure la voiture présidentielle. Oui, on aurait dû le breveter, mais non, mais si vous voulez, l'idée c'était, à l'époque, je ne veux pas faire l'histoire, mais c'était l'idée que quand le pays a élu son président, ce soir-là, elle n'a pas envie de le quitter. Elle a envie de voir où il est, elle a envie de voir où il va, elle a envie, pas forcément de rentrer dans sa intimité, mais de le suivre. Donc c'est vrai qu'à l'époque, on avait monté une technique qui a été reprise, améliorée, et maintenant, on a ces images-là. Si vous me C'était Jacques Chirac en 95 la première fois? C'était Chirac en 95. Si vous me permettez de dire un mot politique, pour aller dans le sens exactement de ce que disait Roselyne Bachelot tout à l'heure, il y a une grenade qui est arrivée dans la vie politique. Elle a parfaitement raison. Et ce soir, il y a quelque chose qui est frappant. 2 choses m'ont frappé. Dans le discours d'Emmanuel Macron, habituellement, les discours des présidents, quand ils sont élus, sont, j'ai envie de dire, des discours ourbi, des discours pour la nation. Ce soir, on était ourbi et orbi. C'est-à-dire, il y avait un discours qui était très dirigé vers le monde, qui était très ouvert, qui parlait au reste du monde. Et c'était le premier discours d'un président dans la mondialisation. On l'aime ou on l'aime pas, mais qui a décidé qu'on était dedans et qui parlait aux autres et qui disait que la France, elle va s'en sortir et a la vocation à parler au reste du monde. J'étais assez frappé par cette différence. Le deuxième élément, c'est les débats que j'ai pu suivre ici et ailleurs. Le monde politique, ce soir, dans son discours, est frappé d'une extraordinaire sénilité. Enfin, on voit bien que tout le monde a pris 30 ans. Pas seulement parce qu'il est jeune et fringant, mais parce qu'il vient de se passer quelque chose que personne n'a encore digéré et personne n'a encore pris conscience réellement du fait que ça ne sera plus comme avant. Il y a de l'incertitude sur comment ça sera. Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que ça ne sera pas comme avant. Et quand on a vu des gens venir et nous dire du PS, oui, alors il faut voir les autres, on va gagner les législatives parce que vous allez voir, ça va être formidable les législatives. Et les autres qui vont dire, on va faire la révolution prolétarienne quand même. Ça s'entend. Ça s'entend. Ce n'est pas le fond de ce qu'ils disent qui est en question, mais au moins la manière et l'objectif qu'ils se fixent. Ludovic Vigone, vous êtes d'accord? Il a totalement ringardisé les autres? Oui, et on ne se rend pas compte des conséquences encore que ça va avoir. C'est même assez imprévisible. On va avoir on va aller de surprise en surprise. Dès ce soir, on s'est bien rendu compte.
peut-être avant 20h et même avant ces images au Louvre, on avait du mal encore tout à fait à se rendre compte qu'on avait basculé dans un autre monde. Mais c'est exactement ça. Et il sera très difficile encore d'imaginer les répercussions que ça va avoir. On va voir dans les jours qui viennent les discussions politiques qui vont avoir lieu, la nomination d'un Premier ministre. Elle était fragilisée. Et c'est effectivement le sens de la circonstance incroyable qui a fait comprendre à Emmanuel Macron que là où on disait qu'il n'y a absolument de place dans un système qui s'achevait dans un duel, pour quelqu'un qui voulait dépasser le clivage gauche-droite, il a senti qu'il y avait un coup à jouer, il l'a joué, il l'a gagné. Jean-Luc Manot, j'aimerais qu'on revienne sur les images. Excusez-moi, mais oui. On retient souvent les images d'une soirée d'élection, un peu moins les discours peut-être. Et là, c'était extrêmement préparé. J'ai souvenir de François Hollande qui arrive sur la scène de la Bastille, dans une forme d'improvisation relative, mais tout de même. Nicolas Sarkozy qui arrive place de la Concorde, dans une forme d'improvisation relative, mais tout de même. Là, il n'y avait aucune improvisation. Zéro. Oui, alors, je disais tout à l'heure, c'est scénarisé, c'est organisé. C'est pour ça que je disais que ça ressemblait, enfin, quelque part, à l'organisation, la mise en scène du 10 mai 80, qui était le premier moment où on avait une vraie scénarisation manifeste, comme un spectacle de l'arrivée. Et c'était au moment de l'intronisation. Alors que là, on est à la première heure. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque? Je crois qu'il y avait deux. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à cette mise en scène si travaillée, un éventuel manque d'authenticité vécu par les Français? Si j'en juge par les deux mandats que vous avez cités préalablement, le risque est plutôt, c'est plutôt avéré de l'autre côté. Mais moi, j'ai plutôt envie que ce soit plutôt organisé. Enfin, c'est la présidence de la République. Vous voyez, l'idée que demain, Macron, quand il fera un discours, que s'il pleut, il y a un parapluie, me paraît un truc assez raisonnable par rapport au mandat qu'on vient d'avoir et par rapport à l'image du pays. Donc, mais il y a une volonté. Cette volonté-là, elle est de rentrer immédiatement dans l'habit du président et donc dans l'histoire, le faire très vite parce qu'il faut gagner les législatives. Il y a cet impératif-là. Et puis, il y a une deuxième chose, il faut être honnête. Le premier tour, la soirée du premier tour a été ratée. Elle a même posé problème. Elle l'a mis un peu en danger dans les premières heures du Et là, on peut déjà dire que cette soirée du second tour est réussie. Écoutez, ce soir, oui, elle est réussie. Elle est même franchement réussie. Cet homme-là de 39 ans fait président ce soir. Et c'est ce qu'on lui demande. Bruno Gollnisch qui nous a rejoint, bonjour. Bonsoir. Je reprends une formule que j'utilisais tout à l'heure. Est-ce que vous vous sentez ringardisé quand vous voyez l'élection d'Emmanuel Macron et la mise en scène qui s'ensuit? Oh, il n'y a rien qui ne vieillisse plus vite que la modernité, vous savez. Non, je ne me sens pas ringardisé du tout. Mais je reconnais que, d'abord, M. Macron a gagné largement l'élection. Deuxièmement, qu'il bénéficie de soutiens nombreux. Ceci étant, il le fait quand même sur la base d'une ambiguïté que ne lève absolument pas ces divers discours. Ces divers discours sont des discours de remerciements, sont des discours généreux, généraux, plein de bons sentiments en apparence, mais dont le contenu est très faible. Or là, il va falloir sortir du bois. Il va falloir qu'il nomme un Premier ministre, qu'il nomme un gouvernement. Vous n'aurez plus longtemps à attendre. Non, je sais, je l'attends avec intérêt, parce que je crois que peut-être à ce moment-là, commenceront les premières déceptions dans son propre camp, peut-être les premiers tiraillements. Il va falloir qu'on sache définitivement qui il a investi avec l'étiquette En Marche sur les 577 circonscriptions et qu'il n'a pas investi. On va voir s'il y a dans cette entreprise beaucoup de recyclage des anciens socialistes ou au contraire cette force nouvelle, émergente que l'on nous promet. On va voir. Moi, je souhaite pour la France qu'il réussisse. Bon, mais je crois que ça va être difficile parce que il n'a pas les leviers de commande, à mon avis. Voilà, il arrive sur fond, je crois qu'on ne l'a pas relevé, de 9e symphonie, qui est admirable, l'Ode à la joie de Beethoven, mais qui est l'hymne de l'Union européenne. Et je crois qu'il n'a pas les leviers de commande qui lui permettraient vraiment de sortir ce pays de l'ornière dans laquelle il se trouve. Eh bien, on va faire réagir notre invité qui vient d'arriver, François Patria. Bonsoir, vous êtes sénateur de la Côte d'Or, soutien d'Emmanuel Macron depuis les débuts. Comment réagissez-vous à ce que vient de dire Bruno Gollnisch? Recyclage. Globalement déjà, ce que j'entends sur les plateaux depuis ce soir, c'est pas un moment de répit pour Emmanuel Macron. Déjà, certains s'installent dans l'opposition, certains sont déjà frondeurs, d'autres lui nient toute capacité à pouvoir gouverner. On vit un pays difficile et une période difficile. Mais moi, je suis confiant en Emmanuel Macron parce que d'abord, je pense qu'il a
l'autorité, la stature et la vision d'un homme d'État. Et que les Français ne s'y sont pas trompés en le mettant en tête au premier tour. Ils l'ont mis à la fois sur sa carrure, sur le personnage qui est attirant, qui en impose par sa puissance intellectuelle, et ils l'ont placé par son programme. Et qu'Emmanuel Macron va vous faire preuve de sa fermeté. Je pense que c'est avec fermeté qu'il va gouverner et qu'il appliquera son programme et qu'il aura une majorité. Je siège à la commission d'investiture. Vous connaîtrez dans quelques jours les candidats parlementaires. Vous verrez qu'il s'agit d'un vrai renouvellement et en aucun cas d'un recyclage. Et en quoi vous croyez à la fermeté d'Emmanuel Macron, Roselyne Bachelot? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je le vois. François Patriat parle de cet hymne européen. Je pense à tous ceux qui ont essayé de le démoraliser et de ne pas assurer cet engagement européen. Il n'a cédé sur rien. À tous ceux qui lui disaient tu vas te planter, il leur a dit non, pour moi c'est important. Et finalement dans son programme il n'a cédé sur rien. Ça lui a été, je sais, assez reproché dans son équipe de campagne. C'est vrai qu'il affiche une détermination sans faille, il l'a encore répété lors de son discours sur l'esplanade du Louvre. Ce soir, parmi les priorités, parmi les chantiers immédiats, il y a l'Europe qui ne va pas le prendre, qui ne va pas prendre de vitesse comme ça, mais avec un vrai schéma, 4 propositions essentielles. Sur le Small Business Act, sur la sécurité aux frontières, sur la lutte contre la fraude fiscale, sur les travailleurs détachés, de le faire demain. 4 chantiers avec lesquels il va négocier, qui n'est pas une vraie négociation utopique, comme j'ai entendu par ailleurs, et qu'il va mener. Je pense qu'aujourd'hui, regardez quand même comment les autres pays regardent la France. Je pense que ce soir, tous les dirigeants étrangers, européens, voire au-delà, pensent que la France... aussi qu'on revient de loin. Très bien. Vous croyez vraiment qu'on voit la France différemment ce soir? Je ne sais pas, j'attends de voir la presse. J'ai pas eu le temps de la lire encore, mais est-ce que vraiment on voit la France différemment? Tout ce que je sais, c'est que nous avions une image déplorable et que cette campagne électorale a donné de la France une image absolument calamiteuse. Alors, on ne peut que remonter là. Oui, le mandat de François Hollande a attristé le monde, l'a accablé en réalité sur l'image de la France. La perspective de la victoire de Marine Le Pen l'a terrorisé, l'a effrayé. Et la victoire ce soir d'Emmanuel Macron étonne le monde, surprend le monde. Elle se dit ce vieux pays qu'on disait recroquevillé, qu'on disait craintif, ne voulant pas la mondialisation, essayant de s'échapper par toutes les issues de secours possibles, qui avait juste envie de détester le voisin, de détester l'autre, de ne pas vivre avec ce qui était différent et à craindre l'ouverture. Alors les problèmes fondamentaux, tout le monde le sait, ne sont pas échappés. Il y a tous ces gens malheureux. Jean-Luc Madot, pardonnez-moi, je vais vous interrompre. On va rejoindre tout de suite Marie Chantret qui se trouve au QG d'Emmanuel Macron puisqu'Emmanuel Macron vient d'arriver. Oui, tout à fait. Sa voiture vient s'engouffrer dans la rue de la Bègue-Route, la rue de son QG. Un peu plus tôt, ce sont ses proches qui sont arrivés sur place. On l'a compris, Emmanuel Macron ce soir veut faire dans la sobriété, pas de soirée dans un restaurant. La rotonde lui a été beaucoup reprochée au premier tour. Voilà, retour à son QG, notamment entouré de ses équipes, de ses proches et de tous ces helpers qui, depuis le début de la campagne, ont contribué donc à ce que ces semaines, ces mois sur le terrain aient été un succès. Beaucoup de tensions, là vous le voyez sur les images de Basile Bone. Un convoi évidemment qui s'est baladé dans les rues de Paris accompagné de plusieurs dizaines de motos à journalistes et avec des journalistes et des caméras. Voilà un dispositif de sécurité extrêmement impressionnant. La rue est entièrement bloquée. Et autour de la voiture d'Emmanuel Macron, qu'on en a du mal à apercevoir, mais encore des cris de joie de ses proches, de son entourage. Et encore, évidemment, dans les rues, des gens qui acclament le nouveau président élu ce soir. Un Emmanuel Macron qui, semble-t-il, prend le temps et est sorti dans la rue, ne s'est pas engouffré dans le parking. Et vous entendez ces cris de joie dans la rue, dans le 15e arrondissement de Paris. Il va donc être entouré par tous ses proches, Emmanuel Macron, là ce soir, son épouse Brigitte. Et on a vu arriver un peu plus tôt dans la soirée des victuailles, donc le dîner, le champagne va être sabré au QG, une manière de boucler la boucle ce soir. Et voilà, Emmanuel Macron qui rentre donc, qui traverse ce passage sous une tente blanche. Je brise un secret, Roselyne Bachelot, devant ces images, vous disiez, c'est dingue. Qu'est-ce que ça, dingue?
Écoutez, on en parlait avec Bruno Gollnisch en off, en faisant abstraction de toutes les appréciations politiques, les convictions politiques, les questions qui se posent sur ce qui va se passer. Mais les séquences que nous vivons, House of Cards à côté, c'est du pipi de chat. C'est quand même une aventure. C'est une aventure humaine absolument inouïe. Ce type a réussi en quelques mois quelque chose que je pensais totalement impossible. Et il l'a fait avec une sorte de romantisme, de panache. Alors, évidemment, tous les journalistes et tous les commentateurs n'ont pas manqué de dire tout au long de la journée « Oui, mais tout commence et puis les difficultés vont arriver ». Mais je comprends que ce soir, on puisse peut-être tous ensemble se dire – quand même, c'est assez extraordinaire que notre vieux pays racorni ait réussi à porter ce type à la tête à la présidence de la République. Et on va continuer d'en discuter. Avant cela, on va rejoindre Amélie Kerouer qui se trouve également au QG d'Emmanuel Macron, où le président de la République est donc arrivé il y a tout juste quelques minutes. Amélie. Oui, il a fait quelques pas dans la rue, Emmanuel Macron, avant de rentrer dans son QG, puisqu'il est prévu depuis le début qu'il y retourne pour saluer les salariés, les helpers de sa campagne. Et vous le voyez, il y a encore une petite dizaine, vingtaine, trentaine de personnes qui sont venues pour l'accueillir dans la rue. On est loin de la foule de l'esplanade du Louvre, mais voilà, il y a ces quelques fidèles qui sont venus pour retenir cette image qui restera malgré tout dans les esprits, celle du retour à son QG du nouveau président de la République, alors que des invités arrivent, certains prestigieux comme Gérard Collomb, le maire de Lyon, l'un de ses premiers soutiens qui est arrivé il y a tout juste quelques minutes par exemple. Merci beaucoup Amélie. Bruno Gollnisch, j'aimerais vous faire réagir à ce que vient de dire Roselyne Bachelot. Elle parlait d'une séquence inouïe, d'images hallucinantes. Est-ce que vous reconnaissez à Emmanuel Macron d'être dans le renouveau ce soir ? Sur sa personne, nous verrons ce qu'il en sera de son action. Je suis quand même un peu moins optimiste que M. Patriat. Et je le dis sans esprit partisan outre mesure, encore une fois. Je crois qu'il n'a pas les leviers de commande, mais ça, nous allons le voir, bien sûr. Je souhaiterais, dans l'intérêt du pays, bien sûr, qu'il réussisse. Non, il y a une innovation considérable, tous les commentateurs l'ont dit, dans la vie politique. C'est d'abord le désaveu des deux grandes forces politiques traditionnelles. Je dirais, pour faire simple, les conservateurs qui n'ont rien conservé. C'était plutôt le parti auquel adhérait Mme Bachelot, et puis les progressistes qui n'ont apporté aucun progrès, ça c'était le parti auquel adhérait Monsieur Patriat. Bon, maintenant, il communie en quelque sorte. Représenter les Républicains. Je sais bien, mais je suis là comme journaliste, il y a 5 ans que j'ai quitté la politique. Mais vous l'avez fait, nous avons été collègues au Parlement européen, nous avons été en situation... Non, j'entends bien, je parlais au passé. Voilà, c'est ça, vous parlez beaucoup du passé. Pardon du futur, si vous voulez bien. Je dis que les partis auxquels vous avez appartenu, avec laquelle vous avez fait notamment vous votre carrière politique, ce parti a été quand même évincé du premier tour. C'est tout à fait exceptionnel, c'est vrai. Et je ne crois pas qu'il soit tellement qualifié demain pour représenter l'opposition, dans la mesure où son champion, M. Fillon, qui n'avait cessé durant tout le premier tour de la campagne d'attaquer M. Macron en le présentant comme l'héritier de François Hollande, qui l'appelait même Emmanuel Hollande, s'est rallié à Emmanuel Hollande dès le soir du premier tour. Par conséquent, moi je crois que nous avons aujourd'hui une force d'opposition cohérente. Alors c'est pas un choix contrairement à ce qu'on voudrait faire croire, entre la ringardise et puis la modernité. J'ai entendu le très éloquent et lyrique, pourrait-on dire, M. Manot tout à l'heure, et puis d'un autre, la modernité, puis d'un autre côté la fermeture, comme on a dit, la ringardise. Je ne crois pas être particulièrement ringard, je ne crois pas être fermé aux relations internationales. Voilà, je dirigeais une faculté, on a enseigné 27 langues étrangères, on fait rarement ce genre d'activité en étant replié sur soi-même. Mais je crois que le problème, c'est de savoir si la libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux, telle que nous la connaissons jusqu'à maintenant, détruit ou non notre identité française. Ce débat, Monsieur Gollnisch, je pense qu'on l'aura pendant la campagne des législatives. Absolument. Parce que ce sont peut-être les 3e et 4e tours qui se jouent à travers ces législatives. Premier sondage exclusif, LCI, Kantar, Sofres, Winepoint. Quel rapport de force à l'Assemblée nationale le 18 juin prochain? Emmanuel Macron aura-t-il une majorité pour gouverner? Voici un premier indicateur, la majorité En Marche Modem en tête au premier tour
24% d'intention de vote, suivi de très près, vous le voyez, par l'Alliance Républicain UDI et par le Front National, 21%, la France Insoumise à 15%, le Parti Socialiste sous les 10%. Encore une fois, tout ça est très serré, François Patria. Est-ce que ça vous inquiète? Ça ne veut rien dire, un sondage comme ça au législatif. On va vous faire réagir. C'est un scrutin en circonscription. Ça ne m'inquiète pas parce que le schéma va être très clair. Les Français vont avoir 3 possibilités. Soit ils prennent la droite classique et ça nous mène à la cohabitation, donc à la stérilité et à l'immobiliste. Soit ils nous mènent avec la gauche demain de coalition, qui rêve d'une coalition, où les gens du Parti Socialiste et d'autres... Non, mais qui n'existera pas. Et cette coalition avec des frondeurs de demain, des gens qui aujourd'hui vous disent « j'ai voté Macron, mais je n'appliquerai pas son programme », vous imaginez, pour gouverner. Et il y a un 3e scénario, celui qui va arriver, qu'Emmanuel Macron va dire lundi prochain, voilà, j'ai été élu par 20 millions de Français. J'ai été élu sur ma personne et sur mon programme. J'entends l'appliquer dans toute sa rigueur et dans toute sa dimension. Je demande aux Français de me donner les moyens de l'exercer. Et il aura sa majorité. C'est la tradition de la Ve République. On a une France qui est quand même très partagée. On a des millions de votes blancs majoritaire à 2 tours, il plie comme ça les choses. Je l'ai toujours vu. Je l'ai vu en 80. Et ce sera encore comme ça aujourd'hui. Voilà. Roselyne Bachelot, vous disiez, ce sondage, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire parce que il y a 577 élections, parce que le contrôle de Ludovic Vigogne, qui est un spécialiste de la chose électorale. Et donc, il y a d'abord l'effet de la barrière de 12,5% des inscrits qui élimine un certain nombre de gens. Et voilà, il y a aussi des alliances de deuxième tour. 4 pôles. On l'a vu au premier tour. Bien sûr, bien sûr. Ça se confirme et ça va se répéter pendant les législatives et ça les rend incertaines, ces législatives. Et puis il va y avoir la difficulté d'un certain nombre de familles politiques à trouver des candidats. C'est d'ailleurs une difficulté pour Emmanuel Macron. C'est une difficulté aussi pour la France Insoumise qui n'a pas le parti de M. Mélenchon, le regroupement, le mouvement, je ne sais pas comment il faut l'appeler, le mouvement de M. Mélenchon qui lui non plus n'a pas d'ancrage territorial. Alors il y a une différence évidemment entre les Républicains et le Parti Socialiste qui ont des sortes qui ont souvent écumé les banquets d'anciens combattants et les réunions de pompiers et des candidats qui sortiront de je ne sais où. Donc les sondages vraiment à l'heure actuelle qu'on pose ce soir à un certain nombre de personnes, ça vaut pas un coup de cidre. C'est tout de même un premier indicateur et tout le monde se projette sur ces législatives ce soir. On l'a vu encore dans les réactions tout à l'heure. Vous comprenez pourquoi les Français demain désavoueraient le choix qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils ont élu un président et demain, il l'empêcherait de... Mais pour la bonne simple raison qu'on n'élit pas de la même manière un président qu'on élit un député, quelqu'un qui vous est proche localement. Les candidats, rassurez-vous, ils seront prêts mardi ou mercredi. Je ne sais pas la date exacte, début de semaine. Il y a eu 14 500 candidats, il y aura 577 candidats en marche, avec des profils très différents, avec du renouveau, avec les critères qu'a établi Emmanuel Macron sur la probité, la diversité d'origine. Mais vous le reconnaissez, des visages inconnus, Et alors, moi j'ai été élu la première fois, j'étais totalement inconnu. Je suis surgi dans la vie politique où je m'opposais à Jean-Philippe Leca, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture, à qui on disait imbattable et que j'ai battu au premier tour.